Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Caribe. On est très très heureux d'accueillir Olivier Rollin ce soir. Euh, on a ouvert cette librairie en 2011, donc il y a 7 ans. Et il paraît que 7 ans c'est l'âge de raison, mais j'ai bien peur qu'on ne devienne jamais raisonnable ici. Et quand on a ouvert cette librairie, le projet c'était de faire une librairie de passionnés pour les passionnés. Et c'est un lieu en fait où on a toujours fait depuis le début de belles rencontres. Et donc je voulais profiter de cette soirée pour remercier Alain Nidam et Vincent Froité, qui sont de très bons, formidables lecteurs et animateurs du club littéraire jurassien et d'une page Facebook qui porte le nom délicieux de La vraie vie, c'est la littérature, puisque c'est grâce à eux qu'on a rencontré et pu inviter ce soir Olivier Rollin chez Caribe. Voilà. Donc c'est Il avait écrit qu'il vous a dédicacé un livre et on me l'a rappelé là encore en mettant pas d'Y à Caribe. Alors, voilà. Qui l'a rappelé? Je crois que c'est toi, Vincent, ou Jean-Pierre, je sais plus. Vincent, oui. J'aime pas. Voilà, donc on est très très contents. Ce soir, on va parler de cette œuvre qui est multiple, foisonnante, qui se caractérise par sa grande invention formelle, par son attirance pour le grand large et les grands lointains, de la Sibérie à la Terre de Feu. Une œuvre marquée par la géographie, une œuvre de géographie, mais qui arpente aussi des territoires marqués par l'histoire, en particulier l'histoire de la fin du 19e et surtout du 20e siècle. Donc une œuvre dans laquelle on va tenter de voyager ce soir en dialoguant ensemble. D'accord. C'est bon. Et donc pour démarrer, je voulais commencer par Tigre en papier, donc qui est paru en 2002 au Seuil. Je voulais en parler au début parce que c'est sans doute votre roman le plus autobiographique. Donc ouais. Au croisement de vos ouais. au croisement de vos deux vies. Donc c'est un roman qui s'inspire de votre jeunesse, de votre expérience en tant que dirigeant de la gauche prolétarienne à la fin des années 60. C'est un roman aussi qui évoque l'amitié et la disparition, puisque donc le narrateur de ce roman, qui s'appelle Martin, évoque un de ses amis, le personnage de 13, à sa fille. 13, donc c'est un homme qui est disparu, qui est emblématique à la fois de l'amitié réelle et puis de la solidarité dans les années de militantisme. Son titre, il a emprunté une expression qui a été rendue célèbre par un dirigeant chinois dans les années 50. Et c'est un roman donc, qui parle des espoirs, de la révolution vaincue, et puis en son cœur, le passage du temps, puisque pendant tout le livre, Martin, le narrateur, pendant une grande partie du livre, est dans sa déesse, et parcourt Paris, en particulier le périphérique, en parlant donc à la fille de 13. Et puis, quand il roule, il note les lieux, les enseignes, et donc la façon dont la ville de Paris se transforme, et aussi, je pense, l'appauvrissement de la langue avec ses observations, qui sont des observations intérieures. Voilà, moi, personnellement, c'est un livre que j'aime énormément. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir quel regard vous portiez sur ce livre aujourd'hui. Ah justement, oui. Oui, c'est un de mes livres que j'aime beaucoup, quoi. Enfin, je l'ai relu pas du tout complètement, mais enfin je l'ai beaucoup parcouru récemment, puisque France Culture m'a offert cette chose belle, quoi, de faire il y a, je sais plus, il y a un mois ou deux, un mois et demi, ce qu'ils appellent un concert fiction. Donc c'était en public, c'était à la maison de la Studio 104. Il y avait 700 personnes, public que je n'ai jamais réuni. Bon, et puis surtout il y avait l'orchestre philharmonique. Enfin bon, voilà, c'était bien. La musique me plaisait assez. J'ai pas eu mon mot à dire là-dessus, mais ça allait. Et voilà, et le comédien était très. Je dis le comédien parce que c'est un reproche qu'on m'a fait quelquefois, qui est un reproche injustifié, je trouve, s'agissant dans ce livre, c'est que c'est le type, le narrateur, Martin, qui parle tout le temps. Et la fille de 13, de temps en temps, elle se fout un peu de sa gueule, elle dit ne fais pas le vieux con, etc. Mais évidemment qu'elle parle assez peu, mais ce qui est assez normal, puisque c'est une transmission d'une histoire qu'elle n'a pas vécue. Bon.
Enfin bref, donc je reviens à cette soirée qu'il y a eu à la Maison de Radio, là, et qui a été ensuite diffusée, je sais plus quand. Mais je vous invite, si vous ne l'avez pas entendue, on doit pouvoir la podcaster, etc. Le comédien avait évidemment un rôle plus important que la comédienne. Bon, voilà, le comédien, c'était Eric Elmosnino, que j'ai trouvé formidable et le plus sympathique. Bon, enfin bref. Donc ce livre, je dis oui, c'est un des le seul même que j'ai un peu relu récemment et ben oui, il me va quoi. je, je, je n'aurais rien à. Moi, si j'ajoutais des choses maintenant, ce serait mauvais. Voilà, je ne pourrais que. C'est une des fois où quand je suis arrivé au point final, enfin, on ne sait jamais très bien comment ça vient, un point final, quoi. Mais c'est quand on se dit, ben, j'ai fait non seulement ce que j'ai pu, mais à peu près ce que j'ai voulu. Et là, il me semble que j'ai mis tout ce que j'avais à la fois de sympathie plus que de sympathie. Alors il y a un mot, moi ça m'énerve. Maintenant, il n'y a pas plus mal vu chez les cons, quoi. Enfin, je veux dire le mot nostalgie. Je veux dire, et quoi? Alors, on peut être nostalgique de tas de choses, merde. Je veux dire, bon. Alors donc, j'ai une part de nostalgie, en effet, de cette époque très romanesque, très agitée, où on croyait que tout était possible, ce que nous voulons tout, où on croyait soyons réalistes, demandant l'impossible. Enfin, bref, où c'était aussi une époque de fraternité, de camaraderie. Bon, voilà, bien sûr que j'ai une nostalgie de cela. Bon, il y a aussi des tas de choses dont je n'ai pas la nostalgie. Je n'ai pas la nostalgie du sectarisme qui nous animait. Je n'ai pas la nostalgie de la certitude que nous avions d'avoir raison, alors qu'en plus, on croyait des choses sottes, puisque alors on croyait que l'avenir du monde c'était la Chine, on avait raison, mais je veux dire, c'était pas exactement comme on l'imaginait. Bon, voilà. Bon, donc voilà. Donc j'ai mis à la fois toute l'ironie et toute la sympathie, ou voire la nostalgie que j'avais. C'était donc que j'ai écrit ce bouquin il y a, je sais plus, il y a longtemps. 2002. Il a été publié il y a 16 ans. Eh ben donc 16 ans. Oui, donc à l'époque j'avais à la fois cette nostalgie et cette ironie, et il me semble que je les ai mises dans les proportions qu'il convient. Enfin bon, voilà. Et en plus, je sais pas, je voulais l'écrire. Je sais, il y a une chose aussi. On se rend compte ou pas, mais quand un livre marche, je veux dire par là quand on le tient quoi, on le tient dès les premières pages. Il y a Gracq dit quelque part en lisant, en écrivant que c'est incroyable le nombre de décisions qu'on prend dès les premières pages d'un livre sans même s'en rendre compte. Bon. Et en effet, c'est vrai, voilà. Tout de suite, il y a une espèce que j'appelle moi une longueur d'onde qui vient ou qui ne vient pas. Si ça vient pas, bon. Mais et là, j'ai senti dès le début, voilà, qu'il fallait que ce soit un livre un peu agité, un peu excité, quoi, comme ça. Et enfin, oui, j'aime bien ce livre. Voilà. Il y a des livres de moi que je n'aime plus tellement, ou en tout cas dont des parties entières, je ne les aime plus. Donc je dis pas ça pour. Enfin, je ne dirais pas ça de ce que je viens de dire là, de tout livre, voilà, de tous mes livres. Mais celui-là, oui, je pense qu'il est bien. Alors, il y a un des grands plaisirs de lecture quand on vous lit, c'est l'invention formelle qu'il y a à chaque livre. Et aussi, puisque vous en avez parlé, l'ironie et l'humour. Et donc, je voulais parler un petit peu du livre suivant qui s'appelait Suite à l'Hôtel Cristal, Ouais. donc, qui est paru en 2004, qui est bien sûr une forme très très différente, puisque c'est un livre péréquien, une sorte de jeu littéraire, avec des histoires, ou alors plutôt des amorces d'histoires, qui sont à la fois très descriptives, puisqu'il s'agit de la description de chambres d'hôtel, et en même temps fantaisistes, rocambolesques. Donc il y a 43 histoires, et au début de chacune de ces histoires, il y a une chambre d'hôtel qui est méthodiquement décrite.
Voilà, c'est un livre, je voulais en parler parce que c'est un livre, et c'est pas le seul, qui contient beaucoup d'humour, d'ironie, et c'est quelque chose, je trouve, qui est pas suffisamment souligné, ou Non, non, non. suffisamment souvent. Non, non, en Alors général, qu'on on me rit prend toujours beaucoup. comme un romantique. Moi, j'ai rien contre, je veux dire, le romantique, mais enfin, je crois que quand même, oui, un peu d'humour, quoi. Et donc, Je crois pas que l'invention du monde, par exemple, soit un livre spécialement romantique. Bon, enfin, bon. bon, pardon, C'est et alors, hilarant. donc, Tigre en papier se déroule très largement dans une déesse, celui-ci dans des chambres d'hôtel, voilà, souvent dans des lieux clos, il y en a d'autres, on en parlera tout à l'heure, Veracruz. Voilà, je voulais savoir ce qui vous attirait dans le fait de construire de la fiction dans des lieux clos. Ben, comme ça arrive parfois, pas toujours, mais c'est enfin, c'est la collision de deux choses complètement différentes, quoi. Enfin, le livre, d'abord, c'est la collision, en effet, de descriptions absolument méthodiques et emmerdantes, pour dire la vérité, de chambres d'hôtel, avec des histoires, au contraire, complètement cinglées. Mais l'origine du truc, c'est une collision aussi, c'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis obligé, et ça, c'était un exercice péréquien, en effet. Pérec dit, voilà, il faut s'obliger à décrire ce qu'il y a de plus banal, ce qu'il y a de plus apparemment sans intérêt, etc. Et donc, appliquant ce principe, si je puis dire, c'est pas que je faisais pas ça exactement pour ça, mais aussi j'avais en tête quand même cette idée de Pérec, et donc quand j'étais dans des chambres d'hôtel, et comme je suis souvent dans des chambres d'hôtel puisque je voyage beaucoup, je m'obligeais à les décrire minutieusement. Ce qui est un travail très emmerdant, qui prend beaucoup de temps. Ça me prenait une bonne demi-heure. Enfin, il y a des chambres plus ou moins compliquées, mais ça me prenait une bonne demi-heure à chaque fois. Et c'était uniquement un travail, un exercice que je m'imposais, comme je me serais imposé des exercices de gymnastique corporelle. Bon, là, c'était une gymnastique lexicale. Voilà. Et je n'avais nulle intention de publier ça, c'était impubliable. Et puis un jour, je dois lui rendre cette justice. Je partageais à l'époque un même bureau aux éditions du Seuil, rue Jacob, avec Maurice Hollandais, le fondateur et directeur de la librairie du XXe siècle, devenue maintenant librairie du XXIe siècle. Et on le partageait pas ensemble, enfin, je veux dire, on n'était pas ensemble, heureusement, il était tout petit, en plus, le bureau, puis on avait certains jours où moi j'étais là, d'autres jours, mais enfin, on se rencontrait, quoi. Et donc, je lui racontais ça, et comme il avait édité pas mal de choses de Pérec, et je sais plus ce qu'il m'a dit, mais enfin, il m'a dit un truc, je crois pas quand même, je vais pas non plus lui parer des plumes du pan, mais enfin, en tout cas, on a discuté ensemble, et ça m'a donné l'idée, ou il m'a donné l'idée, je me souviens plus, mais dans le fond, je pourrais, à partir de cette base qui est absolument, donc encore une fois, merdante comme un constat d'huissier, quoi, je veux dire, je pourrais inventer là-dedans des histoires, au contraire, complètement rocambolesques, bon, des histoires de n'importe quoi, d'espions, des histoires de cul, des histoires voilà. Et c'est ce que j'ai fait, et donc oui, c'est un livre que j'aime bien aussi, qui est un peu déroutant, qui part donc de cette considération péréquienne, mais voilà, et puis ensuite qui applique une autre chose de Pérec, puisque Pérec à un moment a dit qu'il avait gardé un souvenir, je sais plus dans quel livre il dit ça, un souvenir extraordinairement précis de toutes les chambres dans lesquelles il avait dormi, et qu'un jour il écrirait un livre sur toutes ces chambres. Et puis malheureusement il n'a pas eu le temps d'écrire ce livre. Bon, donc je me suis dit, je vais faire comme Pérec, voilà. Bon. C'est l'espèce d'espace. Oui, c'est une espèce d'espace. Et donc voilà, donc c'est un livre qui naît, je vous dis, de toutes ces collisions. C'est un jeu, quoi. C'est un jeu, mais c'est un jeu à telle enseigne que je meurs dans le livre, alors que je ne suis pas encore mort, et que ça a créé. On en reparlera à propos de Bakou dernier jour. Oui, voilà. Et des choses d'entendre, mais je crois que c'est ce livre-là, Suite à l'Hôtel Cristal, qui est donc un jeu d'un bout à l'autre, et où j'avais écrit dans la petite, il y avait des rabats comme ça, comme il y a dans la collection du librairie du XXe siècle, et j'avais écrit Olivier Rollin,
entre parenthèses, Boulogne-Billancourt 1947, ça c'est vrai, Bakou 2009, voilà. Et le livre a paru en 2004, je crois, ou un truc comme ça, et les services de fabrication au seuil, etc., m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une erreur terrible là, qui s'est glissée, etc. Enfin, moi, j'ai eu du mal à faire en sorte qu'ils laissent cette mention. Voilà. Voilà, donc oui, c'est un jeu. Et du coup, je voulais dire un mot sur Bakou Dernier Jour, parce que ça nous fait une transition Oui. naturelle, parce que Bakou Dernier Jour naît de ça, en fait. Mhm. Donc, si j'ai bien saisi l'idée initiale, c'est que, ayant annoncé en 2004 que Olivier Rollin était mort à Bakou en 2009, Olivier Rollin voulait absolument être sur place au moment de sa mort, pour pas fausser le rendez-vous avec la mort qu'il s'était donné lui-même. Donc il s'agissait d'être à Bakou en 2009, et étant là et finalement ne mourant pas, d'écrire en fait donc alors pas tout à fait un roman qui est voilà, qui est un de ces textes hybrides, qui est une des choses aussi qu'on aime beaucoup chez Olivier Rollin, qui maîtrise tout un tas de formes romanesques très différentes les unes des autres, mais qui crée aussi des textes hybrides, des textes qui sont pas tout à fait du récit authentique, pas tout à fait du mémoire historique, qui mélange en fait le fait d'être sur un terrain où il se passe des choses, où on voit des choses, où ça renvoie à des écrits, à des souvenirs, à des rencontres avec des gens. Donc typiquement le grand récit de voyage contemporain, où en étant à Bakou, donc en Azerbaïdjan, de l'autre côté de la mer Caspienne, il y a le Turkménistan, il y a le Caucase, il y a l'Asie centrale, et tout de suite on se retrouve dans le grand jeu, enfin donc dans l'époque en fait du 19e siècle, du choc entre l'impérialisme anglais et l'impérialisme russe, et dont on a encore les traces contemporaines en Afghanistan par exemple, même si c'est un lointain descendant désormais. Et donc moi je me demandais comment, à partir donc de cette mort annoncée, comment d'un seul coup on replongeait dans la naissance presque des grands personnages d'aventuriers en fait modernes, contemporains, qui sont des personnages qui hantent une partie de votre œuvre, qui sont vraiment l'aventurier avec un grand A ou avec un petit A, parce qu'il y en a certains qui parfois sont plus modestes, voilà, où la grande géopolitique se réconcilie avec une aventure individuelle. D'une part, j'ai quand même rarement mis en scène je suis pas, bon, là, je vais faire de l'ironie facile, mais je suis pas Sylvain Tesson, quoi. Je veux dire, je joue pas aux aventuriers comme ça qui parcourent le monde et tout ça. Même si certains aventuriers m'intéressent beaucoup. Mais enfin voilà, en général, j'ai plutôt mis on parlera peut-être, je prends le chasseur de lion, c'est plutôt un aventurier ridicule. Bon, là, j'étais à Bakou, en effet, pour voir, en effet, qu'est-ce qui allait se passer, bon, me doutant bien que probablement je ne mourrais pas, mais à l'origine, je sais plus si je le raconte dans le livre, mais je voulais habiter même la chambre d'hôtel où j'étais supposé me suicider suite à l'hôtel Cristal. Et puis l'hôtel avait été détruit. Bon, donc déjà, on m'avait facilité les choses, ça évitait. Bon, paradoxe temporel. Voilà. Mais après, j'avais pas grand-chose à foutre à Bakou, je connaissais personne. Bon, et donc, je me baladais le long de la mer Caspienne, etc. Et je lisais pas mal et je suis tombé en effet sur ces récits du grand jeu, là, enfin de la rivalité entre les Russes et les Anglais, et surtout d'ailleurs un type, qui s'appelle Tig Jones, oui, voilà, et qui était ça c'est passionnant, toute l'histoire de la guerre civile russe, je regrette de pas être capable de déchiffrer vraiment les archives, etc., parce que toute l'histoire de la guerre civile russe est passionnante. On sera obligé de parler de Volodine tout à l'heure. Alors. Oui, mais alors notamment dans l'Asie centrale, bon. Et donc dans l'Asie centrale s'opposaient les bolcheviks, mais contre les SR, les socialistes révolutionnaires, lesquels étaient quand même nettement moins radicaux que les bolcheviks, et étaient soutenus donc par les Anglais. Et il y a des tas d'épisodes que j'ai un peu oubliés maintenant, enfin où ce type, Tig Jones, là, était un agent britannique
et dans les SR qui ont fini par être défaits honteusement. Bon, mais enfin, voilà, il y a toute cette histoire-là, des combats de trains blindés dans le désert, tout ça, enfin des choses absolument magnifiques. Et, euh, et c'est marrant parce que je dis en passant, puisque une des choses, je crois, c'est de recommander aussi, une des choses que de recommander des livres. Donc je suis en train de lire, je l'ai fini, il m'en reste 20 pages, un livre que je n'aurais pas cru si passionnant, qui est un livre de Andrei Platonov, qui s'appelle Jan. Ah non, c'est pas Chevengour, c'est Jan. Et Jan, ça se passe dans le Turkménistan. Alors j'ai eu la chance, justement quand j'étais à Bakou, j'ai eu la chance quand même de pouvoir, c'était un des pays les plus, avec la Corée du Nord et tout ça, les plus fermés, le Turkménistan. Le Turkménistan, c'est là où il y avait le grand Turkmenbashi, le mec qui se faisait faire des statues en or, etc. Bon, et quand j'y suis allé, c'était plus le grand Turkmenbashi était mort, mais c'était son successeur, lequel était son dentiste, mais pourquoi pas. Et je pense que je suis le seul, certainement dans cette assemblée, mais même peut-être dans tout Paris, à savoir le nom, à part peut-être un type au Quai d'Orsay, du dictateur actuel du Turkménistan, donc qui s'appelle Gurbanguly Berdimuhamedov. Et donc c'était Gurbanguly Berdimuhamedov qui était le chef à ce moment-là, mais enfin c'est quand même un pays absolument stupéfiant, quoi, le Turkménistan. Et donc je suis allé me balader au Turkménistan et j'ai vu les lieux où justement cet Anglais avait, enfin, avec les socialistes révolutionnaires, là, avait fait fusiller les 12 ou je sais plus combien commissaires de Bakou, qui est un épisode de la geste héroïque des bolcheviks. Bon, et enfin voilà, donc j'étais, oui, tout imprégné de cette histoire-là, mais pas particulièrement par je suis pas Kessel, quoi. Je veux dire, bon, Dieu m'en garde. Bon, si on parle d'aventurier. Voilà. Non, mais ça m'intéresse. Mais je veux dire, bon, c'est voilà. Ce qui m'intéresse, en fait, ce qui m'intéresse fondamentalement, je pense, c'est la fusion, enfin le croisement, quoi, oui, vous l'avez dit, de la géographie et de l'histoire. Bon. D'être dans un lieu, par exemple, d'être dans un lieu et de savoir tout ce qui s'est passé là. À plus forte raison si c'est des guerres civiles, des fusillades, des choses un peu poivrées quand même. Bon, mais voilà. Et c'est tellement vrai que donc je suis en train de dire, comme je dis, de finir là ce Jan là d'Andrei Platonov. Et du coup, j'ai envie de retourner en Turkménistan et de voir si les lieux qu'il décrit sont des lieux réels ou non. De toute façon, s'ils sont pas réels, on doit pouvoir trouver ceux qui l'ont inspiré. Enfin bon, bref, voilà, c'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est ça qui me met en excitation. En ce moment, je suis très excité par la ville de Harbin, en Chine, en Mandchourie, voilà. Et parce que il s'est passé des tas de choses là-bas extraordinaires, notamment parce que c'était une ville russe au milieu de la Chine, enfin bon, une ville de la Mandchourie. Et ça reste une ville où il y a quand même beaucoup de souvenirs russes, etc. Mais enfin, et puis c'était le chemin de fer, enfin bref. Avec son re, justement, qui est russe. Oui, voilà. Enfin bref, voilà, j'ai envie d'aller à Harbin et d'écrire quelque chose qui serait peut-être un roman ou peut-être quelque chose comme Bakou, qui n'est pas un roman. En effet, Bakou, c'est quand même mon journal de ce mois. J'avais décidé que j'allais passer un mois là-bas. Ça me semblait une bonne. Enfin, je laissais de la chance à la mort quand même. Si j'étais resté 2 jours, bon, c'était triché. Mais un mois, elle avait le temps de faire son boulot. Bon, après, j'allais pas passer ma vie à Bakou non plus. Voilà, qui a son charme, mais bon. Oui, qui a son charme, absolument. Mais enfin. Puisqu'on parlait de géographie et d'histoire et puis d'aventurier un peu grotesque, donc je voulais reparler effectivement d'un chasseur de lions. Oui. Donc dans ce roman, vous mettez en scène un personnage qui s'appelle Eugène Pertuisès, Ouais. qui est donc un faux aventurier, un homme assez vantard, un personnage plutôt grotesque, et un chasseur de lions un peu ridicule, et qui a côtoyé Édouard Manet, malgré le fait que ces deux hommes étaient totalement dissemblables. Et Édouard Manet a fait un portrait de lui donc en 1881 en le peignant devant une dépouille de lion mort. Donc il y a ces deux hommes, et puis le narrateur,
qui certainement vous ressemble un peu, Oui, il a beaucoup. qui découvre ce tableau dans un musée de São Paulo, et donc qui intervient en contrepoint de la vie de ces deux hommes. Donc Eugène Pertuzé, il est assez ridicule, mais bon, il n'est pas réduit que à ça. Non, il n'a pas, il a des bons côtés. Et donc vous racontez ses expéditions en terre de feu, et puis les récits qu'il en fait dans le Paris de l'époque. Aussi, le livre est vraiment très beau sur Édouard Manet, ses audaces en peinture, et puis en même temps sa vie relativement bourgeoise, surtout au fur et à mesure qu'il avance dans la vie. Et puis le narrateur donc, qui raconte et qui relie l'histoire, la géographie réelle ou rêvée. Et je voulais savoir en fait comment les fils de cette histoire s'étaient noués. Et puis en général, voilà, qu'est-ce qui vous avait attiré dans le côtoiement de ces deux hommes? Ils sont noués non pas comme toujours, mais comme c'est une des fois. Ça a été le cas aussi, on en reparlera un peu après, sur le météorologue, etc. Et puis même j'ai évoqué tout à l'heure, je viens d'évoquer les chambres d'hôtel, l'hôtel Cristal. Là encore, c'est une collision. Donc, je vais vite, parce que mais enfin, une première fois, j'étais en terre de feu. J'aime bien les endroits où je me sens loin. Bon, et je préfère l'Italie, par exemple, à la Sibérie. Bon, mais tout de même, en Sibérie, j'ai un sentiment d'être loin que je n'ai pas. Je suis à Naples. Bon. Et donc, alors la terre de feu, j'aime bien. Bon, donc j'étais allé plusieurs fois, etc. Et j'avais appris l'existence par une petite plaquette d'histoire chilienne, enfin bon, d'un type, il y avait une gravure qui le représentait avec son chapeau, son fusil, etc., et qui avait été le premier explorateur de la Terre de Feu, voilà, et qui était français. Enfin, je m'étais dit ça, puis voilà, basta. Et puis, en effet, je ne sais plus, 10 ans après, je suis à São Paulo et je tombe sur ce tableau de Manet, tableau très peu connu de Manet, qui n'est jamais dans les grandes expositions, et qui a été énormément brocardé quand il a été peint. Huysmans avait dit, je ne sais plus quoi, c'est le chasseur qui est de rouge, la face rouge tomate, qui pose devant une des chambres de lit, etc. Enfin bon, et bon, il faut dire qu'il est pas très beau ce tableau. Bon. Mais alors là, ça m'a surpris quand même, parce que je l'ai reconnu instantanément, le type, le chasseur de lions en question, parce qu'il a exactement le costume qu'il avait sur la gravure que j'avais dans le petit bouquin chilien que j'avais acheté 10 ans avant. Et donc, je me suis dit, comme je dis dans le livre, d'ailleurs, je dis, celui-là, il me cherche. Bon, voilà. Et donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait, d'une part, c'était que je voyais bien qu'il y avait un potentiel romanesque dans ce personnage, qui est ridicule et qui conjugue plusieurs des traits de l'Européen du 19e siècle, quoi. C'est-à-dire, il est explorateur, il est chasseur de trésors, il est magnétiseur, il est trafiquant d'armes aussi, etc. Enfin bon, je voyais qu'il avait quelque chose d'intéressant. Il y avait la Terre de Feu, qui est donc une région qui me plaît, le Strat de Magellan, tout ça. Et puis je me disais, mais comment diable est-il devenu ami avec Manet? Donc en effet, Manet est un type très élégant, très plutôt même parmi les peintres. C'était pas une brute comme Gauguin, etc. Non, c'était un type raffiné, bourgeois en effet. Donc voilà, qu'est-ce qui les a unis, quoi. Enfin, Manet, c'est quand même Mallarmé, quoi. Voilà son grand ami littéraire. Enfin, c'est pas le genre du chasseur de lions, là. Bon, donc voilà, je voulais savoir tout ça. Et j'ai commencé à me renseigner, et à partir du moment où on commence à se documenter, etc., on est perdu. Enfin, on est perdu. Au contraire, voilà. Mais je dois dire que c'est une chose que j'ai, et malheureusement de plus en plus pour beaucoup de mes livres, c'est que je suis extraordinairement sceptique sur, quand je les écris, sur leur intérêt. Et pendant très longtemps, je me suis dit, tout le monde s'en fout de cette histoire de chasseur de lions et de Manet, etc. Et donc je n'étais absolument pas convaincu, peut-être à raison d'ailleurs, je ne sais rien, mais enfin, que j'avais raison de continuer à m'enfoncer dans cette histoire. La même chose m'est arrivée pour le météorologue, on en parlera un petit peu après. Mais voilà. Bon, donc c'est comme ça que c'est venu.
Et puis, j'avais un peu envie d'écrire sur la peinture, tout en sachant que je le ferais moins bien que Michon. Je dis ça sérieusement, hein, mais j'avais un peu envie d'écrire sur un peintre. Donc, comme tout ça, la Terre de Feu, ce double hasard, enfin cette double rencontre, il y avait la Commune de Paris au milieu, il y avait la peinture, enfin, voilà. Allez, allons-y. Je devrais enchaîner, quitte à sauter un peu les chronologies, mais donc effectivement parler du météorologue, hein, Ouais. donc qui est paru en 2014. Et le météorologue, c'est une histoire qui est assez fascinante. Donc on va retrouver les composantes, hein, de choses qu'on aime bien chez Olivier Rollin. C'est-à-dire qu'il y a de la géographie forte. On parle des îles Solovki. Les îles Solovki, c'est quand même sur lequel Olivier Rollin est revenu ensuite avec un livre spécifique, hein, dédié aux îles Solovki. Mais dans le cadre du météorologue, c'est une histoire de monastère complètement excentré, même par rapport à l'Empire russe de la grande époque. C'est quand même très au nord, il fait très froid. Et puis c'est devenu un des premiers véritables bagnes en fait du goulag, qui s'appelait pas encore le goulag, mais Et le météorologue, c'est un personnage effectivement, sachant que voilà, il y a relativement peu de livres d'Olivier Rollin qui s'appuient sur un personnage en fait. C'est plutôt l'exception que la règle, je pense. Mais, Sur un seul personnage? sur un seul personnage central, Oui, quoi, oui. comme ça. Et le météorologue, c'est au départ un communiste convaincu, donc un scientifique, un ingénieur, hein, et puis qui, pour des raisons qui sont quand même un peu mystérieuses, va se retrouver emprisonné. Alors je ne veux pas tout vous raconter, enfin c'est pas un thriller à suspense, hein, mais enfin moi j'aime pas raconter les histoires. Mais en tout cas, une des choses qui est vraiment fascinante, c'est ce personnage. Donc évidemment, c'est un aperçu du goulag. Dans le roman, Olivier Rollin fait appel et convoque en témoignage aussi bien Varlam Shalamov que Vassili Grossman, que même Solzhenitsyn. Pourtant, pardon. Oui, pourtant, non, Ouais. on peut pas Oui. contester son rôle, mais c'est pas l'auteur que je préfère. Je m'en doutais. Et autour donc de cette évocation-là, il y a une chose qui est étonnante, enfin deux choses moi que j'ai trouvé incroyables dans ce roman, Le Météorologue, c'est ça reste un père, il est emprisonné, il est à distance, et en fait il continue à faire l'éducation scientifique de sa fille, en fait, et à continuer à lui expliquer comment marche le monde au sens physique du terme, donc la physique, la chimie, parce que c'est quand même ça, son métier, c'est un ingénieur jusqu'au bout des ongles, aujourd'hui ce serait un geek grave, hein. À l'époque c'est juste un météorologue. Et puis, bien qu'il soit condamné de façon totalement absurde et dans des conditions donc extraordinairement sévères, eh ben, il n'arrive pas à se désengager. Et je trouvais ça fascinant que le météorologue soit comme une espèce de contre-métaphore justement de toute cette réflexion littéraire sur la notion d'engagement à partir de Tigre en papier et d'autres, mais qui soit quelqu'un qui ne peut pas se désengager profondément, intimement de ce qu'il a cru, alors même qu'il a les preuves sur la table, enfin quasiment. Je trouvais ça fascinant et je voulais savoir effectivement comment était venu ce météorologue, parce que il est certainement pas sorti de nulle part, mais il est très étonnant. Alors, deux choses un peu plus, mais d'une part sur l'origine de ce livre, c'est encore pareil, quoi. C'était encore, moi, il faut toujours qu'on me tape 2 fois sur la tête pour que je finisse par enregistrer quelque chose. Et donc, je suis allé une première fois, je crois que c'était en 2010, dans les îles Solovki. J'avais rencontré une femme historienne locale qui s'appelait, parce qu'elle est morte maintenant, qui s'appelait Antonina Sobchina, qui m'avait montré des tas de documents sur le camp, qui a été en effet non pas tout à fait le premier, mais le premier très grand camp, quoi. Et ça, Solzhenitsyn le dit, il dit tout le nord du Goulag est né des îles Solovki. Bon. Et donc, c'est là qu'on a créé le premier très grand camp en 1923. Et donc, elle m'avait montré des documents sur ce camp. Et parmi ces documents, il y avait ces planches, ces dessins de fleurs, de plantes, de glace, de banquise, de nature, quoi, qu'un déporté, que je ne connaissais pas encore, envoyait à sa fille. J'avais trouvé ça très beau, enfin à la fois très émouvant et en plus assez beau graphiquement. Bon, je m'étais dit, il faudrait publier ça, parce que j'ai
l'ai été, je suis toujours un peu éditeur, en plus, bon, il faudrait publier ça en France. Et puis après, on avait fait des recherches pour savoir comment ce qu'on pouvait, enfin, à qui il fallait payer des droits, on n'avait pas trouvé, enfin, c'est un copain russe à moi qui avait cherché, il n'avait pas trouvé. Et donc, voilà, l'idée m'était sortie de l'esprit, comme le chasseur de lions m'était sorti de l'esprit après l'avoir vu une première fois Terre de Feu. Et puis, voilà, et puis des années après, enfin des années, mais là pas tellement d'années après, un ami qui vit en Russie, à qui je rends hommage aussi, qui était un personnage qui est un ancien libraire d'ailleurs, un peu extravagant, qui s'appelle Emmanuel Durand, qui vit depuis 20 ans là-bas, commence à me raconter l'histoire de ce type. Entre-temps, je l'avais un peu lu quand même, l'histoire de ce type. Après tout, je dis oui, mais je connais cette histoire-là, etc. Et lui, il me raconte qu'il avait été le très ami de la fille. Bon, la fille, 60 ans après, évidemment. Et enfin voilà, et donc, pareil, là, je dis, mais il me cherche. Il y a bon, et puis cette histoire quand même m'intéressait, je veux dire, c'est... Et, enfin, l'histoire russe m'intéresse, l'histoire des camps m'intéresse beaucoup. Donc voilà, donc j'ai commencé, ben, pareil, à enquêter, etc. Aidé beaucoup par ce type, Emmanuel Durand, parce que c'est grâce à lui, par exemple, que j'ai eu tous les procès-verbaux d'interrogatoire par le NKVD de ce météorologue, chose qui serait introuvable maintenant, mais il avait pu, enfin quelqu'un, un ami, avait pu les récupérer à l'époque de Yeltsin, enfin à l'époque où les choses étaient, on pouvait consulter les archives, etc. Bon, ça c'est sur l'origine. Sur pourquoi, enfin, en effet, ce mystère que ce type a beau être arrêté injustement, condamné totalement injustement à 10 ans de camp pour soi-disant sabotage des prévisions météorologiques, et finalement exécuté dans des conditions ignobles que je raconte Spoiler. dans le livre. Oui, pardon. Oui. Non, au contraire, c'est teaser. Et bon, en dépit de tout cela, il semble que jusqu'au dernier moment, alors dernier moment, on n'a pas ces sentiments, mais en tout cas, la dernière lettre qu'il envoie, il semble croire toujours que le parti va se rendre compte de l'erreur terrible qu'ils ont commise, que Staline ne peut pas approuver des choses pareilles, etc. Et j'ai, comme je le dis aussi dans le livre, j'ai tenu dans mes mains, il faisait des petites mosaïques, et j'ai tenu dans mes mains une petite mosaïque, un portrait de Staline, assez bien fait, d'ailleurs, avec sa grosse moustache et tout ça, qu'il avait fait en mosaïque, bon, et qu'il avait envoyé à sa femme. C'est des choses qui sont... Alors, premièrement, il ne faut pas écarter, je l'écarte pas du tout, le fait que, bien sûr, toutes ces lettres passaient par la censure, et donc une manière de protéger sa famille, c'est-à-dire sa femme et sa fille, c'était d'apparaître jusqu'au bout comme un bon communiste, un type qui croyait en Staline, etc. Je pense que ça compte énormément, ça compte peut-être même à 100%, je n'en sais rien. Deuxièmement, je pense, alors voilà, après on rentre dans le territoire, ça on peut comprendre ça. Après on rentre dans les territoires qui sont incompréhensibles pour nous, et je veux dire, il faut avoir la modestie de le dire. On n'a jamais été injustement accusé, détruit, brisé, déshonoré, envoyé au-dessus du cercle, juste sur le cercle polaire, voilà, séparé de sa famille à tout jamais, etc. On n'a jamais subi ça. Et on n'a jamais été non plus, si certains d'entre nous l'ont été, mais pas aussi longtemps, et pas dans les mêmes conditions, on n'a jamais été il faut voir ce que c'était que l'incroyable passion révolutionnaire. Enfin bon, lui en plus c'était pas un type qui avait fait la guerre civile, etc. Mais je veux dire, c'était un type qui croyait incroyablement qu'il construisait le socialisme, voilà, et c'était une chose à laquelle on pouvait croire. Bon, on pouvait croire, c'était pas idiot cette idée de construire le socialisme. Bon.
Et donc je pense que se séparer, décider que ceci n'existe plus, que tout ce à quoi on a cru n'existe pas, et que ça a été une affreuse maldonne, une affreuse tromperie, etc. C'est peut-être possible pour des gens comme nous, pour des gens qui lisons Chalamov ou Solzhenitsyn ou ce qu'on veut, mais je crois que c'est presque impossible pour ceux qui étaient dedans. Ou alors s'ils font cet extraordinaire renversement de tout ce en quoi ils ont cru, ils se détruisent eux-mêmes complètement. Leur vie n'a plus aucun sens, quoi. Donc je pense qu'il y a une seconde chose qui est que même si, bien sûr, il était bien placé pour se rendre compte de l'injustice, de la folie des gens du NKVD, etc., mais en même temps, il fallait continuer à y croire parce que sinon il n'existait plus. Bon. Et puis, et voilà, et je pense que son attitude, c'est un mélange sans doute pas très conscient, enfin, je veux dire, lui, sans doute, n'aurait pas pu dire je fais ça pour plaire à la censure, et je fais ça pour me continuer à tenir. Bon. Mais, alors, donc je vais maintenant citer un second livre, donc j'en ai déjà cité un, Jan, de Platonov. Alors celui-là, il est très trouvable. C'est un énorme livre qui est apparu il n'y a pas très longtemps, que je viens d'achever parce qu'il fait quand même 1300 pages, qui s'appelle La Maison Éternelle, qui a été écrit par un Russe émigré maintenant aux États-Unis, où il dirige le département des études slaves à Berkeley, qui s'appelle Yuri Sleshkin. Et le livre a paru à la découverte. C'est un livre absolument incroyable qui retrace grosso modo les destinées d'une cinquantaine à peu près de familles parmi les occupants de ce qui s'appelait la maison du gouvernement, qui est une espèce d'énorme immeuble, énorme, avec des cours intérieurs, etc., qui existe toujours à Moscou, et que le parti avait fait construire. Hein? Comme la maison haute de la Nivat. Oui, mais c'est celle-là, oui. Ouais. Voilà, qu'il avait fait construire, que le parti avait fait construire pour ses hauts dignitaires. Donc ça raconte le destin, mais avec un luxe de détails absolument inouï, de ces gens-là, de ces familles-là, etc., père, enfant, maîtresse, etc., depuis avant la Révolution, donc avant que la maison n'existe, jusqu'à après la guerre, jusqu'à 45. Quoi. Bon. Évidemment, il y en a beaucoup qui ne verront pas la guerre, donc, qui seront liquidés avant. C'est absolument stupéfiant, ce livre. Stupéfiant. Et alors, ce qui est stupéfiant, c'est il y a des salauds intégraux, quoi. Je veux dire, notamment, par exemple, le fils, alors Sverdlov, qui était donc un des grands dirigeants, et même qui était supposé être le successeur de Lénine, mais enfin, il meurt très très vite. Du choléra. Bon, mais alors, il avait un fils qui était une merde, et qui était qui est devenu un agent du NKVD, un des plus cyniques, un des plus tortionnaires, qui, y compris, comment dire, tabasse les membres de sa famille, etc. Enfin bon. Bon, donc il y a des destins de salauds incroyables. D'ailleurs, en général, ceux-là s'en tirent bien. Enfin, ce fils Sverdlov, il est mort dans les années 60 à Moscou. Tranquille. Bon, tranquille. Bon. Et puis d'autres qui sont... Et alors, je pense pas... Voilà, je répondais à votre question, mais je pense, par exemple, il y a une fille qui en plus, il y a plein de photos, en plus elle est belle. Bon, à un moment, je dis, c'est injuste, mais dire, on est encore plus sensible comme ça. Enfin, je veux dire, bon, ouais, alors cette fille, elle est belle, elle a un visage épanoui, etc. Et elle est ardente bolchevique. Simplement, pour son malheur, elle est supposée être un peu trotskiste sur les bords. Bon. Et donc, elle est envoyée d'abord dans un isolateur dans le Kazakhstan, c'est-à-dire une espèce de prison qui se dresse dans la steppe. Bon, voilà. Mais, alors, là-bas, elle dit que c'est quand même merveilleux d'être un citoyen soviétique, que sans doute elle a fait des erreurs, mais que c'est quand même formidable. Bon. Et voilà. Et puis ensuite, elle est libérée, très peu de temps, et ensuite, elle est envoyée à la Colima. Et là, la Colima, en général, on n'y échappe pas, et finalement, elle est fusillée à la Colima. Bon. Mais cette femme, et même à la Colima,
Alors, c'est pareil, il y a sans doute la censure, il faut tenir compte de ça, mais il semble, et je crois quand même, qu'elle conservait cette espèce de foi incroyable dans le fait que l'Union soviétique construisait quelque chose d'absolument différent de tout ce que l'histoire du monde avait connu, quoi. Donc j'étais un peu long, mais voilà, c'est une chose sur laquelle je m'interdis d'avoir une opinion plus que cela, parce que je pense que nous, qui en effet, pour notre chance, n'avons pas vécu des époques aussi terribles, ni aussi exaltantes, ni aussi terribles, je pense qu'on ne peut pas savoir, vraiment. On ne peut pas savoir pourquoi on continue à croire alors qu'on est sous les bottes des bourreaux. En tout cas, pour moi, c'est un des intérêts du livre. Voilà, que cette question soit posée. Je voulais peut-être faire une question de côté. Il y a un écrivain qu'on aime beaucoup dans cette librairie, qui est Antoine Volodine. Bon, ça va, moi aussi. Et puis vos œuvres sont évidemment très différentes, mais Ouais. il y a des motifs communs Ouais. sur la défaite et la révolution vaincue, le fait que malgré la défaite ou l'accumulation des défaites, on ne renie jamais une forme d'héroïsme, l'alliance de la mélancolie et puis d'un humour extraordinaire, la fascination pour les noms aussi. Voilà, donc j'ai envie de vous entendre sur ce sujet. Est-ce que vous pensez de cette éventuelle proximité? Alors, moi, je pense que c'est l'écrivain, je dirais pas de ma génération, parce qu'il est plus jeune que moi, mais malgré tout, il était un peu de ma génération, enfin, plus de ma génération que d'autres, quoi, disons. Donc, c'est celui que j'admire le plus. Je suis ami et j'admire, enfin, j'aime les œuvres des Schnoz, etc., mais vraiment, je pense que le seul qui construit une œuvre d'une densité incroyable je suis pas forcément pour l'idée de l'œuvre, c'est-à-dire d'une chose totalement cohérente, etc. Moi, justement, je fais le contraire. Je fais des choses qui sont complètement différentes les unes des autres. Et je pense que j'ai raison aussi de faire ça. Mais lui, il fait une œuvre. C'est-à-dire que, bon, on ouvre une page, on sait que c'est du Volodine. Bon, je veux dire, et même si c'est du Lutz Bassmann. Bon. Et donc, j'ai une très grande admiration pour Antoine Volodine, que j'aime bien en demeurant. Alors, cette proximité-là, quoi, voilà. D'autre part, nous avons un intérêt très grand commun pour l'histoire de la Russie, du Comintern, de la Révolution, etc. Simplement... Et de la guerre civile. Et de la guerre civile, voilà. Simplement, je veux dire, Antoine est resté un vrai bolchevique. Je lui ai dit plusieurs fois, oui, s'il y avait un jour la Révolution, tu me collerais très vite au mur. Bon, et il me dit, oh non, toi, je ferais peut-être une exception pour toi. Enfin, Antoine, c'est un vrai... c'est terrible. Hein. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je suis devenu une espèce de social-démocrate. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, nous ne sommes pas pareils, mais littérairement, j'ai une très grande admiration pour son œuvre, en général. Et alors, mais c'est drôle, parce que donc je vous ai dit en venant que je n'avais pas préparé, je n'avais pas réfléchi quel livre recommander, mais alors s'il y a un livre que je vous recommande, voilà, parce que de tous des œuvres romanesques, quand j'ai parlé de la Maison éternelle, c'est pas un roman, vous avez bien compris. Bon, si Jan de Platonov, c'est un roman, mais enfin ça remonte à il y a longtemps. Mais alors d'ailleurs, je me suis aperçu que je ne dirais pas Antoine parce qu'il est foutu de se vexer, mais évidemment enfin je dis pas qu'il s'est inspiré, pas au sens il a pompé Mais il les connaît Platonov, par cœur. mais voilà, mais on voit très très bien l'influence de Platonov sur lui. Bon, alors donc moi voilà, le roman que j'ai lu depuis un an, je dirais que j'admire le plus et que j'admire totalement, au point qu'au milieu, j'étais en train de le lire, j'étais dans un train néerlandais, et je lui ai envoyé tout de suite un truc en me disant, là, bon, et c'est Black Village. C'est voilà, Lutz Bassmann, Black Village. Je trouve ce livre exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, j'avais beaucoup aimé aussi avant le Terminus Radieux. Mais Black Village, je trouve que voilà, c'est un peu bête de dire parfait, mais je trouve que ce livre est parfait. Donc, je ne sais pas si lui dirait la même chose de moi. J'espère qu'il dirait des choses gentilles quand même, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui.
Alors on va peut-être faire un petit retour en arrière puisqu'on a parlé à plusieurs reprises sur différents sujets de documentation. Et donc en 93, vous avez publié un livre qui s'appelle L'invention du monde, projet un peu fou de faire tenir le monde entier en une journée dans un livre. Et alors j'ai entendu que vous aviez pour ce roman lu ou fait traduire 500 journaux de cette journée. Et je voulais savoir comment vous aviez réussi à partir de cette idée à lui donner une forme romanesque littéraire à partir de cette idée et de cette documentation initiale. Bah, ça s'est passé, alors là, pour le coup, comme comme une illumination. Et pourtant, je ne suis pas croyant, enfin, j'ai pas des apparitions, je ne suis pas frappé à la révélation, etc., comme ça, mais j'ai eu un jour, dont je me souviens assez bien, j'y fais allusion, mais c'est presque incompréhensible, enfin, ceux qui me connaissent au tout début, mais j'étais au Portugal, j'avais gagné, c'était ce machin qui s'appelle une mission Stendhal, et donc j'étais dans une maison au Portugal, et tout d'un coup, et j'avais un ordinateur, ces ordinateurs qui me paraissent maintenant absolument préhistoriques, qui étaient des grands machins assez hauts. Ah non, ça c'était les Amstrad, oui, oui. Non, mais là c'était quand même carrément un Mac, mais c'était une espèce de petit meuble comme ça, enfin je sais pas si vous vous souvenez. Bon. Et donc j'avais ça et tout ça, et j'avais en effet des centaines d'histoires que je classais comme ça, un peu n'importe comment, la nuit, histoire de la nuit, des histoires qui se passent, des histoires où il y a des incendies, des histoires où il y a des inondations, des histoires, enfin, tout ça ne faisait pas, tout ça était un chaos quand même, quoi. Et puis, oui, ce jour-là, au Portugal, au-dessus de la mer, tout d'un coup, m'est venue l'idée que j'allais organiser tout cet ensemble en faisant des espèces de références ou de références à des livres qui, d'une manière ou d'une autre, avaient parlé de l'histoire du monde, du monde entier, pas de l'histoire du monde, mais de la totalité du monde. Donc, par exemple, c'est ce que je dis là paraît un peu abstrait, mais le premier ou les deux premiers chapitres, je sais plus, sont faits en référence autour du monde en 80 jours. Il y a des histoires de c'était pas selon de chaque fuseau horaire. Oui, puis il y a des histoires de clubs. Alors moi j'ai donné un nom, il s'appelle Women and Workers, Writers, Women and Workers of the World. Bon, mais avec des mots croisés, c'est chez Loa quand même. Oui. Mais enfin, en tout cas, non, mais tout n'est pas tiré, bien sûr. Mais il y a cette histoire qui sont dans un club, etc., et qui, comme au début de Tour du Monde en 80 jours, et puis qui font un pari. Et là, je fais un pari avec mon éditeur, qui était Denis Roche, que j'appelle Droche. Bon, et voilà, si c'est possible de faire le tour du monde en un livre, en une journée. Voilà. Bon, donc, le fait de me... Alors après, je sais plus, par exemple, après, il y a Marco Polo. Bon. Eh bien, si je prenais le devisement du monde, ou de quelque façon qu'on appelle le livre de Marco Polo, parce qu'il a pas de nom, si je prenais ça comme espèce de je sais pas comment dire, de référence, ça faisait déjà que j'allais prendre ça allait attirer à soi toutes les histoires qui parlaient de la Chine ou de la Perse ou ou des endroits où Marco Polo avait pu foutre les pieds. Bon. Donc, voilà, cette première révélation-là, qu'il y aurait ce que j'ai appelé ensuite, quand je l'ai vraiment comprise, une bibliothèque cachée sous le livre. Et cette bibliothèque me permettait d'organiser, en effet, des histoires. Et deuxième révélation, c'était que ça allait être un récit fait par on ne sait pas qui, un dieu, assez dragueur, et donc, au fond, Apollon, sans doute, à des tas de jeunes femmes que j'avais repérées, si je me permettais, dans les journaux, dans les 500 journaux. Par exemple, j'avais repéré en effet une basketteuse à Tallinn, en Estonie, je la trouvais mignonne, cette basketteuse. Bon. Et donc... Puis numéro 13. Encore. Numéro 13, oui, absolument. Quelqu'un m'avait remarqué, je n'avais pas fait jusqu'à présent, le Trinat Setsu.
Et, et donc ces deux trucs-là, c'est-à-dire que ça allait être un discours d'embobinage, de drague. Bon, au lieu de leur offrir des, je sais pas quoi, des vacances aux Seychelles, il leur offre la vision du monde. Voilà. Et d'autre part, que cette vision serait magnétisée, si je puis dire, par la référence à des livres anciens, et bien voilà, tout ça m'a ensuite permis d'écrire le bouquin. Juste une anecdote drôle que certains connaissent, mais c'est qu'un jour, j'étais à Santiago du Chili, peu de temps après la sortie de ce livre. Et il y avait à l'époque à Santiago du Chili un conseiller culturel qui était un type éclairé et qui ne craignait pas de prendre des risques, puisque ce livre a quand même eu un accueil mitigé. Hein, je veux dire, ça n'a pas fait. Bon, et ça n'a pas eu le prix Goncourt. Hein, je veux dire, bon. Et donc, m'inviter, c'était pas si évident, mais il m'a invité. Et donc, j'étais là dans une salle qui était l'ancienne gare de Santiago, etc. Et à un moment, alors je parlais comme je pouvais de ce livre, et à un moment il me dit mais vous allez être étonné parce que là dans la salle il y a une des jeunes femmes à qui vous vous adressez, une de vos muses là, enfin bon. Et donc stupeur. Et stupeur de ma part, et stupeur de sa part aussi à elle, je pense, et qui était en effet une jeune comédienne dont j'avais vu la photo dans un Mercurio ou je sais pas quoi du Chili. Et donc c'est à elle que je m'adresse et tout ça, enfin que le narrateur s'adresse, et elle était là, ne comprenant rien. Pourquoi est-ce qu'elle était dans un livre alors qu'elle ne me connaissait pas, etc. Enfin moi je ne comprenais rien du tout. Et moi je comprenais, mais j'en menais pas très large non plus parce que c'était quand même assez angoissant, quoi. Voilà. Mais il y a une des choses dans l'Invention du Monde qui est vraiment un livre extraordinaire. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, je vais pas dire parce que on peut pas dire ça parce que tous ces livres sont vraiment très bons. Mais si jamais vous deviez tristement n'en prendre qu'un seul, n'hésitez pas. Il y a une joie permanente. On dit parfois, effectivement, en parlant d'Olivier Rollin, ouais, il y a beaucoup de nostalgie, c'est assez mélancolique. C'est vrai aussi. Mais l'Invention du Monde, on se marre du début à la fin. Et il y a une espèce de jubilation permanente qui vient qui vient du récit, de la matière du récit, mais aussi qu'il y a un pur plaisir de la langue. Et en associant et on retrouve une chose que mentionnait Emmanuel Ruben à propos de Julien Gracq, le plaisir en fait de l'amateur de géographie, le plaisir des noms en fait, et la façon d'entrechoquer les noms indonésiens avec les noms coréens, avec les noms iraniens, et puis de profiter de tous ces journaux qu'on a là qui racontent des histoires qui peuvent être effectivement des faits divers complètement absurdes, et puis des trucs où il y a matière à peut-être un autre roman complet qui en jaillirait, parce qu'il y a des histoires de gangsters, il y a des histoires de magouilles, il y a des trucs complètement familiaux terribles. Non, mais il y a des trucs incroyables qui se passent, et tout ça enchaîné au rythme de. On a une journée, hein, ce 23 mars 89, il va pas durer éternellement, donc on se dépêche, et donc on se dépêche tout le long en plus dans l'Invention du Monde, alors même que il y a une espèce de, alors il y a aussi un jeu, je crois, avec les mille et une nuits, c'est-à-dire que il y a une joie de la digression, mais vraiment volontariste, c'est-à-dire attendez, oui, mais là, dans l'intervalle de ce machin qui se passe à Taïwan, il y a un truc qu'il faut que je vous dise absolument, qui s'est passé à Chicago, et il y a un rapport, attendez, vous allez voir, et ça s'enchasse comme ça, c'est extraordinaire, enfin, on n'en revient pas. À un moment, on se demande quand même, à certains moments, où on est exactement, là, je suis dans laquelle d'histoire, je sais plus exactement, puis hop, ça retombe, ça revient, les parenthèses se referment, parce que justement, il y a pas de... Il y a pas de traîtrise, c'est-à-dire que c'est pas je lance des trucs puis vous verrez bien. Non, c'est que ça se referme. C'est très orchestré en fait sous cette ère de foisonnement complètement total. Donc c'est vraiment un truc où d'abord il y a un côté l'émerveillement face à la maestria. Enfin pour tous les gens qui aiment la littérature qui justement joue quoi. Enfin avec la matière du monde. Et puis il y a ce côté un petit peu quand même, mais comment il fait pour retomber sur ses pieds, quoi, parce que on sent qu'il y a ces journaux, mais des journaux de Colombo, il y a quand même un motif avec des mots croisés séchellois en créole séchellois qui reviennent comme une espèce de leitmotiv à certains endroits. Des gens normalement qui ne devraient pas connaître ces mots croisés séchellois qui se mettent à s'en servir. Enfin, et là, waouh, on est vraiment dans, il y a de la magie, quoi. Enfin. Oui, mais quand j'ai écrit ce livre, le fait est que j'étais
J'étais dans un grand état d'exaltation, quoi. Pour dire la vérité, que j'accompagnais de pas mal de rhum. C'est mauvais le rhum d'ailleurs, parce que faut dire, c'est pas ce que je recommanderais, hein. Enfin bon. Mais à l'époque, ce livre-là a été assez dopé, quoi. Et ce qui évidemment donne jusqu'à un certain point des bons résultats, et puis ensuite, enfin bon, après le lendemain on supprime ce qui déconne complètement. Mais bon, mais en tout cas j'étais speedé, quoi. Et je savais que je voyais que voulant décrire le monde entier, des situations absolument complètement différentes, il fallait aussi que j'utilise tout ce que je pouvais comme registre de langue, quoi. C'est-à-dire, il y a des pages qui sont faites dans un style, je sais plus, je me souviens, il y a le mariage d'une espèce de jeune fille de la bonne société de Rio ou de Recife, ou je sais plus, enfin au Brésil, avec un jeune con de là-bas, assis fazenda, etc. Et alors là, j'ai utilisé, réinventé comme je pouvais, style des journaux. Point de vue image du monde. Oui, enfin voilà, il y en a beaucoup. En Amérique latine, il y en a beaucoup, des trucs comme ça, et plus encore qu'en France. Enfin, on voit, voilà, des réceptions, enfin, avec un style ridicule, sucré, etc. Enfin, bon, voilà. D'autres fois, il fallait un style. Enfin, voilà, il fallait qu'il y ait tous les styles. Il fallait qu'il y ait des styles triviaux, des styles brutaux, des styles épiques, des styles. Voilà, j'ai essayé. Et encore une fois, en me dopant un peu, mais je dis ça pour pour vous amuser, mais je veux dire, c'est pas l'alcool qui m'a permis d'écrire le livre, mais je trouve que c'est un des livres que j'écris avec un comburant, voilà. mais pas un carburant. Oui, enfin, j'étais obligé à l'époque je travaillais comme éditeur, donc j'ai jamais travaillé qu'à mi-temps, hein, parce que justement j'avais envie de faire beaucoup d'autres choses. Bon, et donc je rentrais à Paris 15 jours, parce que j'écris jamais à Paris, enfin je rentrais à Paris 15 jours, et quand je retournais dans l'endroit où j'écris, qui était en Bretagne, et que je reprenais les choses que j'avais laissées 15 jours ou 3 semaines avant, ça paraît, ce que je veux dire, va paraître prétentieux, mais si je le dis, c'est pour m'en moquer quand même. Je me disais, oh, putain, j'espère que je vais être au niveau, parce que je voyais bien que quand j'avais lâché le truc, alors là, ça y allait absolument à fond. Et évidemment aussi que ce genre de livre, il faut tout d'un coup acquérir de la vitesse, quoi. Les redémarrages sont plus compliqués. Voilà. Enfin bon, en tout cas, c'est oui. Encore un livre que j'aime bien. Puisqu'on parlait d'humour, aussi de changement de ton et de livres, des bibliothèques cachées qui ont une autre destination. Je voulais parler de Veracruz, qui est un livre que j'aime aussi énormément. Moi aussi. J'espère que vous allez parler à la fin d'un livre que j'aime pas, parce que. Là, donc, le début de ce livre est très drôle, très lumineux. Oui. C'est un homme de lettres français qui est invité donc à Veracruz pour prononcer une série de conférences. Et par provocation, il intitule ses conférences « Proust m'ennuie ». Et puis lors d'une soirée, il rencontre une femme, une chanteuse cubaine, et il vit avec lui une aventure passionnelle assez brève jusqu'au moment où elle disparaît. Et quelque temps après, il l'attend et il reçoit un paquet qui contient 4 récits. Le style de ce livre, le style des récits est magnifique. Les 4 récits sont sombres, ils sont terribles, ils sont troublants. Ils sont habités à la fois par la violence de ce qui est dit, et puis par l'atmosphère moite, sombre. Ça se passe dans un lieu clos. Il y a un cyclone qui menace la ville de Veracruz. Ces 4 récits donc, se déroulent dans un palais très sombre, sinistre. C'est un huis clos, il y a 4 personnages, il y a 3 hommes et une femme. Et la noirceur de ces récits, elle contraste avec la luminosité du début du livre. Et puis ce qui frappe aussi dans ce livre, c'est l'absence de certitude en fait. Ça fait beaucoup travailler le lecteur, et puis quand on referme le livre à la fin, on est face à une énigme, une situation énigmatique. L'imagination est partie, mais voilà, on reste comme ça. Et donc je voulais savoir
Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette part d'incertitude qu'il faut laisser, à la fois quand on écrit ou dans l'esprit du lecteur? C'est-à-dire, à l'origine, pour être sincère, je pensais faire, ça allait bien, enfin, voilà, que les 4 récits allaient s'articuler avec le début, qui serait probablement l'œuvre de la fille du début, là, etc. Et puis je voyais bien que ça collait pas, en fait. Ça collait pas. Il n'y a pas tellement de raisons. Il n'y a pas tellement de raisons. Enfin, c'est pas très plausible qu'elle soit l'auteur de ces récits. En même temps, c'est quand même ce qu'il y a de plus probable, mais ça colle pas très bien. Il n'y a pas tellement de raisons qu'elle soit non plus, enfin c'est pas complètement plausible qu'elle soit non plus l'un des 4 personnages des récits, c'est-à-dire cette Susanna, la victime de ces 3 hommes. Là. Ça pourrait être le cas, mais le personnage du début lumineux est très lumineux, très, etc., comme ça. Qu'elle soit cette femme à la fois fatale et mortelle, enfin, etc., enfin, c'est pas, ça collait pas très bien. Et donc, à un moment, après avoir fait quelques essais d'emboîtement, si je puis dire, enfin, de menuiserie, comme ça, de faire rentrer les... Je me suis dit, mais c'est complètement con. Et il y a quelque chose de puéril dans la volonté que nous avons que toutes les histoires aient toujours un dénouement. Voilà, ah, tout d'un coup, on comprend. Ah, d'accord, lui, depuis le début, c'était un salaud, etc. Ah, elle s'est fait avoir, etc. Bon, non, c'est pas comme... Et la vie n'est pas comme ça. Je veux dire, la plupart des choses que nous vivons, au fond, nous ne savons pas très bien pourquoi nous les vivons, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc voilà, tout d'un coup, là, c'est parti, pour être honnête, d'une difficulté que je rencontrais, et j'ai transformé cette difficulté en une chose qui me paraît juste, de savoir qu'il ne faut pas attendre tout d'un coup qu'il y ait un point dans le récit où tout s'explique, pas plus qu'il n'y a un point dans la vie où tout s'explique, à part peut-être la mort. Mais bon. Et voilà. Donc j'ai pris ce parti-là et j'ai accentué même ce parti-là, enfin en faisant survenir, par exemple, le cyclone qui est décrit dans les 4 récits, il semble qu'il advienne ensuite, quand il a reçu les 4 récits. Enfin bon, bref. Donc il y a des invraisemblances, mais parce que la vie est invraisemblable. Mais je suis content que vous l'aimiez parce que non, mais c'est un livre bizarrement qui n'est pas sans rapport. Personne ne l'a souligné. Je veux dire, parmi les quelques critiques qui se sont intéressés au livre. En fait, moi, je me suis aperçu qu'il n'est pas sans rapport, mais je le trouve très supérieur. Il n'est pas sans rapport avec Port-Soudan. D'abord, il est bref. Il se passe dans une ville qui, pour moi, est une ville imaginaire, parce que je ne suis jamais allé à Veracruz et je n'ai pas voulu me renseigner sur comment était Veracruz, de la même façon que quand j'ai écrit Port-Soudan, je ne savais pas comment était Port-Soudan. Maintenant, je sais, je suis retourné beaucoup de fois, mais à l'époque, je ne savais pas. Donc, c'est un port sur une mer torride, c'est un endroit très violent, une ville très, voilà, marquée par la violence, par le crime politique, plutôt, dans le cas de Port-Soudan. Enfin bon, avec une femme disparue, enfin, voilà. Donc, en fait, il y a des choses... oui, très proches dans les 2 livres, qui sans doute me trahissent un peu, mais je trouve qu'il est bien supérieur, à vrai dire, alors qu'évidemment, Port-Soudan a eu un grand succès, et celui-là, pas beaucoup, on peut le dire. Voilà, je suis content d'avoir fait ce livre, quoi. Même si je ne pourrais pas très bien dire d'où il sort chez moi, parce qu'à vrai dire, les 3 monstres différents, les 3 hommes sont tous les 3 monstrueux, un peu, chacun. Alors lequel, le père? Oui. Enfin, les 2 autres sont pas terribles non plus. Et malgré tout, ils doivent peut-être exister dans un arrière-cave de moi-même, mais enfin, c'est quand même pas très autobiographique. Je tiens à vous rassurer. Ouf. Donc,
comme l'heure avance, en fait, je vous propose qu'on continue. En fait, enfin, vous pouvez bien entendu profiter de la présence d'Olivier Rollin pour acquérir et faire dédicacer ces livres qui, comme j'espère, on a réussi à le faire partager, sont vraiment des livres qui méritent toute votre attention et qui vont vous réjouir dans pas mal de dimensions différentes si vous les connaissez pas déjà. J'ajouterais juste une chose, c'est que une chose qui est présente dans beaucoup de ces livres, hein, de ces différents livres, et pas seulement dans Paysage originel, c'est que dans des interstices parfois assez inattendus, Olivier Rollin, au fil des textes, que ce soit des romans, que ce soit des récits, que ce soit des textes hybrides, fait aussi passer une vision de la littérature assez forte, assez originale, qui travaille sur aussi tout un corpus d'auteurs en fait, et qui font que sous un récit qui pourrait passer vu de loin dans la brume comme un récit de voyage en Sibérie, en fait il y a une conception de la littérature et de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle ne peut pas faire, de la façon dont elle nous utilise en fait pour faire avancer des choses. Et donc c'est aussi pour moi un peu une marque de fabrique de ce que fait Olivier Rollin dans sa littérature, et ce qui la rend encore plus satisfaisante et attrayante, et donc surtout précipitez-vous sur ça et n'hésitez pas ensuite, dès que Olivier Rollin aura pu peut-être un peu reprendre son souffle, à lui poser aussi des questions, non pas privées, il faut pas exagérer, mais des questions individuelles. Enfin, voilà. Et en tout cas, merci infiniment. Merci à vous de m'avoir si chaleureusement reçu. Je suis content de voir que j'ai des lecteurs quand même. Et des bons. Et des bons. Ouais. Oui, des bons. Voilà.